Bonjour à toutes et à tous, on va revenir aujourd'hui sur un cinéaste qui se fait malheureusement un peu trop rare. Il s'agit de Michael Mann. Michael Mann a aujourd'hui 78 ans, il est né le 5 février 1943 et c'est un réalisateur connu pour être essentiellement un esthète, mais surtout un réalisateur de grande qualité. Un metteur en scène comme on en voit aujourd'hui que trop rarement. Bref, revenons un peu sur sa carrière. Comme beaucoup de metteurs en scène, Michael Mann démarre dans le court-métrage. D'abord un court documentaire Insurrection en 1968, puis le court de fiction John Puri en 1971, en 72 le court documentaire 17 Days Down the Line, et ensuite il va passer à la scénarisation. Il sera scénariste en 75 sur la série Starsky et Hutch, notamment les saisons 1 et 2. En 78, il sera créateur de la série Vegas, mais également scénariste, et il en réalisera quelques épisodes. Et il est toujours scénariste en 78 sur le film Le récidiviste Julie Grossbar. Mais c'est en 1979 qu'il réalise son premier long métrage pour la télévision, puisque c'est bien un téléfilm qu'il réalise, un film nommé Comme un homme libre. Comme un homme libre a été écrit par Patrick J. Nolan et Michael Mann lui-même d'après une histoire de Patrick Nolan. À la musique, on a James Di Pasquale et Jimmy Haskell. Et à la photo, Rex Metz. Au casting, on a Peter Strauss, Richard Lawson, Roger Mosley, enfin des noms très peu connus finalement. On suit ici Larry Murphy, un condamné à mort qui se passionne pour la course à pied. Il demande alors l'autorisation de participer à une compétition. De plus, ses performances sont si impressionnantes qu'il est envisagé de l'intégrer à l'équipe officielle américaine. Pour ce premier film, Mann ne choisit pas forcément le sujet le plus simple. Comment générer de l'empathie chez un spectateur conscient qu'il suit ici un condamné à mort et non un petit voleur? Et pourtant il y parvient, on ne sait trop comment, et on va suivre ainsi sa bataille destinée à se sentir comme un homme libre. Le film, emmené par un excellent casting, sans le petit budget malheureusement, et sa facture de téléfilm ne fait aucun doute. Pour un esthète comme Michael Mann, ça peut être difficile à appréhender, mais il s'en contente pour ce film, qui montre déjà un certain sens de la narration et de la mise en scène. Et ce, bien que tout cela reste aujourd'hui vieillot et ne possède pas la force de certaines de ses œuvres à venir. Il élève cependant d'un cran son niveau de mise en scène après s'être occupé de quelques épisodes de la série Vegas. On peut souligner aussi que la BO du film oscille entre le très bon et le franchement moyen et que les moments de bravoure ne sont malheureusement pas assez mis en avant. Une première tentative plutôt bonne malgré tout, et même en fait un très bon téléfilm. On retrouvera Michael Mann en 1981 avec Le Solitaire, un film qu'il réalise, dont il écrit le scénario d'après le roman The Home Invaders de Frank Onimer, à la photographie Donald Torin et à la musique Tangerine Dream. Au casting, on retrouve James Caan, Tuesday Weld, Robert Prosky ou encore James Bellucci, Denis Farina, des noms assez connus maintenant, et notamment William Petersen. On en reparlera plus tard. Et cette adaptation du roman de Frank Onimer s'avère être une belle réussite pour une première au cinéma. Frank est un bandit à qui on ne la fait pas, mais avant tout il veut fonder une famille, et pour cela il va se tourner vers un caïd pour en obtenir les moyens. Pour Mann, il suffit pas plus que Speech et Livre pour tirer un film des plus intéressants. Il y a là un milieu criminel et un personnage sortant de l'ordinaire ne souhaitant pas à tout prix à réussir ses cases pour la gloire, mais uniquement pour réaliser le plus simple des rêves, avoir un enfant. Ce qui lui permet de creuser son personnage au maximum tout en conservant un aspect divertissant avec cette histoire de braquage. Et le tout fonctionne très bien, notamment grâce à la mise en scène léchée de son réalisateur faisant de la ville un personnage à part entière. Et cela sans oublier de diriger un casting de haute volée parfaitement choisi, mais aussi de s'octroyer une bande-son qui, si elle est parfois un poil trop invasive, demeure malgré tout très bonne. Chez Mann, tout est calculé, chaque séquence, chaque dialogue a un but. Une obsession particulièrement visible lors d'une scène dans laquelle Frank tente d'adopter et se voit rejeté. 35 ans après sa sortie, Le Solitaire reste un excellent film et une entrée tout à fait réussie pour son réalisateur dans le monde du grand écran. I am the last guy you want to mess with. You get paid what I say. You do what I say. You don't know from one day to the next whether you're going to be killed, go home, or get busted. What's wrong with you? James Caan. Thief. On retrouve Michael Mann en 1983 avec La Forteresse Noire.
Un film qu'il écrit d'après un roman de Francis Paul Wilson. À la musique, on retrouve Tangerine Dream et à la photographie Alex Thompson. Au casting, Scott Glenn, Ian McKellen ou encore Jürgen Prochnow, Gabriel Byrne et Robert Prosky. Régulièrement rejeté par son réalisateur, La Forteresse Noire est un film malade, un film qui aurait pu être grand mais qui a souffert de sa production. Désireux d'adapter le roman de Francis Paul Wilson, Michael Mann envisage d'en réaliser un film noir grandiose. Son montage atteint d'ailleurs les 3h30. Un montage rejeté en bloc par les producteurs qui en couperont pas moins de 2 heures. Tout cela pour en garder uniquement l'essence bis, voyant des soldats nazis investir un petit village de Roumanie. La forteresse qui y trône semble cependant receler une présence surnaturelle. À partir de là, on sent bien que le réalisateur veut bien faire, refusant de ne voir chez les nazis que des tueurs, mais y intégrant des soldats dépités et dégoûtés. Là, par obligation, mais aucunement par envie. Mais cela, il doit glisser au milieu d'un film bancal dont même les acteurs ont rapidement reconnu des conditions de tournage déplorables, pas aidées par une météo défavorable. Difficile dans ces conditions de réaliser le film esthétiquement léché que le réalisateur voulait. Il se retrouvera avec un objet oscillant entre le très beau et le raté, notamment lors des apparitions d'un démon salement raté. Si les ambitions sont là et que le film se regarde comme un bis pas honteux du tout, on ne peut y trouver l'ampleur que l'on attend parfois poindre dans une BO bien trop épique pour ce qu'elle a à illustrer. Ce qui est d'autant plus dommage que le réalisateur n'en mettra plus un pied dans le fantastique et que le film ne sera jamais réédité en DVD ou que ce soit. Preuve du désintérêt global autour d'une œuvre pas inintéressante du tout, mais qui aurait pu être bien plus. Que vous comptiez trouver. Qui êtes-vous? La chose qui nous tue entre ici quand elle veut. Rien n'est fait, aucune mesure de sécurité ne l'arrête. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. La Forteresse Noire, un film Paramount, prochainement. En 1984, Michael Mann devient scénariste et producteur de la série Deux flics à Miami, aussi appelée Miami Vice. En 86, on retrouve Michael Mann derrière la caméra du film Manhunter ou Le Sixième Sens en VO, qui n'a rien à voir avec le film de Bruce Willis. S'il est à la réalisation et au scénario, il s'inspire du roman Dragon Rouge de Thomas Harris. À la musique, on retrouve Michel Rubini et The Reds, à la photographie Dante Spinotti. Au casting, William Peterson, Kim Grace, Joan Allen, Tom Noonan ou encore Brian Cox, Denis Farina et Stephen Lang. On est donc en 86 lorsque sort le film, avant même Le Silence des Agneaux, alors que Dragon Rouge est bel et bien le préquel du Silence des Agneaux. Mais pour des raisons un peu bêtes, le nom d'Hannibal Lecter ne plaît pas au producteur, qui demande un changement. Le personnage apparaît donc sous le nom d'Hannibal Lector. La différence est subtile mais suffisante pour que le film soit aujourd'hui un peu oublié, sauf des amateurs de cinéma. Car il s'agit de la première grande réussite du metteur en scène. Dans ce film, il suit donc un Will Graham incarné par William Peterson, parfait dans le rôle de ce flic intelligent mais marqué au fer rouge par sa rencontre avec Lector. Un Lector dont il va devoir se servir dans la traque de Francis Doloride, un Tom Noonan flippant, un tueur dangereux et assez graphique. Bien entendu, la figure de Lecter n'étant pas encore ce qu'elle est, il reste en second plan dans ce film, même si son influence se fait sentir. Alors comme toujours avec Mann, les décors et les couleurs sont soigneusement choisis pour leurs qualités esthétiques, mais aussi pour ce qu'elles permettent de ressentir. Chaque plan est calculé pour être le plus beau et le plus marquant possible, ce qui ressort nettement dans un film sublime. Porté en outre par une BO bien de son époque, on tient donc ici une adaptation de bien meilleure qualité que ce que donnera le Dragon Rouge de Brett Ratner. Pour l'anecdote d'ailleurs, le nom du film fut changé parce que Dragon Rouge aurait fait croire au public qu'il s'agit d'un énième film d'arts martiaux à la Bruce Lee. Avez-vous vu une flaque de sang au clair de lune? William, tu vas te rendre malade ou te faire tuer. Il n'a qu'une crainte. Rien que toi et moi, j'espère. Lui ressembler. Et pour finir, je suis sûr de t'abattre. Il est doué d'un sixième sens. Le sixième sens.
Ils l'ont tous les deux. L'un pour tuer, l'autre pour survivre. En 86, toujours, Michael Mann se mue en tant que producteur pour produire le film Le Mal par le Mal de Paul Michael Glaser. Toujours en 86, il est également producteur de la série Les Incorruptibles de Chicago. Il va d'ailleurs en réaliser un épisode. Michael Mann revient en 1989 avec le film LA Takedown. Mais c'est pas un film cinéma, c'est bien un téléfilm qu'il va réaliser cette fois. S'il est à la réalisation et au scénario, on retrouve à la musique Tim Truman et à la photo Ron Garcia. Au casting, à part Michael Rooker et Xander Berkeley, pas de grands noms notables, et Kari Hiroyuki Tagawa éventuellement. LA Takedown, c'est un peu particulier. C'est un projet ambitieux qui va être obligé de réduire pour l'occasion. Tout commence par une histoire de braquage, un braquage qui tourne mal et qui va opposer divers gangsters. Après celui-ci, le lieutenant de police chargé de l'affaire comprend qu'il n'a aucun véritable indice, mais ne compte pas laisser tomber pour autant, d'autant qu'il soupçonne un homme avec qui il partage beaucoup de points communs. Mais que tout semble pourtant opposé ici. Si ce scénario vous en rappelle un autre, faut pas vous étonner. En fait, Michael Mann disposait d'un scénario de 180 pages pour ce film. Mais comme c'est passé au statut de téléfilm et que ça l'a empêché de faire un film de 3 heures, il va en tourner seulement 110 pages et avec un budget limité qui l'empêche de laisser voir toutes ses qualités. Une espèce de brouillon de ce qui deviendra plus tard Hit. En gros, en regardant LA Takedown, vous regardez la naissance d'un futur chef-d'œuvre. Et en l'état, vous regardez surtout un film de braquage correct et dont on comprend qu'il devait bénéficier d'un traitement nettement plus profond. Car il manque clairement des choses à ce film. Le tout manque de liant, semblant parfois simplement enchaîner les scènes, et ce malgré le talent indéniable de son metteur en scène, qui une fois de plus accorde une vraie place à l'esthétique dans le choix de ses décors ou des tenues de ses personnages. LA Takedown est en réalité un film qui pourrait être et qui au final sera plus beau, plus profond, plus intelligent et incarné par des acteurs de plus haute renommée, même si le casting est ici loin d'être mauvais. Le tout n'a simplement pas la même facture, mais on se retrouvera pour parler de Hit de toute façon. You dragged me all the way out here to waste my time like this. He saw a guy on a street who's an ex-con. Yeah. So what do you want for that, a junior G-Man badge? Et c'est ensuite en 1992 que revient Michael Mann avec Le Dernier des Mohicans, un film dont le scénario est signé Christopher Crowe et Michael Mann lui-même, avec la participation de John L. Balderston, Paul Perez et Daniel Moore, d'après le roman de James Fenimore Cooper. À la musique, on a Trevor Jones et Randy Edelman, et à la photo Dante Spinotti. Au casting, on retrouve Daniel Day-Lewis ou encore Madeleine Stowe, Eric Schweig, ou bien sûr Wes Studi, on peut pas passer à côté. On croise aussi Jared Harris d'ailleurs. 3 ans après LA Takedown, il revient donc au grand écran et c'est un projet d'envergure. Projet d'envergure parce qu'il demande beaucoup de travail sur les costumes et la reconstitution pour pouvoir paraître crédible. Parce que cette histoire se déroule durant une guerre entre Anglais et Français, soutenus chacun par des peuples différents. Il va se concentrer sur le personnage de Œil de Faucon, un Mohican qui va donc aider les Britanniques et son peuple, mais sa bataille est aussi personnelle. Et c'est donc sur ce personnage incarné par un excellent Daniel Day-Lewis que le film va se concentrer, sur son évolution, son passé, ce qu'il est au moment de cette histoire. Passionnant parce qu'il parvient à prendre place à une époque qui nous est assez méconnue si on s'intéresse pas un minimum au genre. On la découvre ainsi un peu en même temps qu'on suit quelques batailles franchement bien fichues, et la qualité de la mise en scène du réalisateur. La photo d'ailleurs est toujours aussi remarquable, tout comme la direction en général. À peine peut-on lui reprocher un certain manque d'âpreté dans le but de le rendre plus consommable par le public des salles. Quoi qu'il en soit, difficile de ne pas reconnaître ses innombrables qualités, et aussi ses magnifiques décors qui contribuent à le rendre, aujourd'hui encore, tout aussi bon. That means they're gonna be attacking up and down the frontier. That took them
from the edge of the wilderness. He saved us. We're alive only because of him. Are those the actions of a criminal? And into each other's hearts. Why didn't you leave when you had the chance? Because what I'm interested in is right here. You've done everything you could do. Save yourself. Stay alive, no matter what occurs. I will find you. No matter how long it takes, no matter how far, I will find you. Academy Award winner Daniel Day-Lewis, Madeline Stowe, The Last of the Mohicans. En 1995, Michael Mann s'attaque au film Heat, film qu'il réalise et qu'il écrit. À la photo, Dante Spinotti, à la musique, Elliot Goldenthal. Au casting, on retrouve Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Tom Sizemore, Diane Venora, Amy Brenneman, Denis Iceberg, Ashley Judd, mais aussi Wes Studi, Ted Levine, William Fichtner, Tom Noonan ou encore Nathalie Portman et Hank Azaria. C'est donc quelques années seulement après la sortie de LA Takedown finalement que sort Heat, sa version définitive. On peut enfin découvrir la version complète du script. Mann retourne donc intégralement le film. Au passage, il change le casting et se paye une liste incroyable. Une sacrée brochette pour apparaître dans ce film dans lequel un braqueur ultra charismatique et son gang attaquent un convoi et s'échappent avec les bons en porteur. Un des membres du gang abat cependant un des convoyeurs, ce que ne voulait surtout pas le chef du gang. De là se déroule une enquête sur près de 3 heures. Ça peut paraître court, mais c'est nécessaire pour présenter 2 personnages. Celui du gangster et celui du flic que tout oppose mais qui se montrent un véritable respect l'un envers l'autre. Ce n'est pas un hasard si la grande scène du film se situe en plein milieu, au bout d'une autre. Il s'agit de la rencontre autour d'une tasse de café entre les 2 personnages, mais aussi entre 2 grands noms du cinéma qui ne s'étaient jusqu'alors jamais côtoyés à l'écran. Ils jouaient tous 2 dans Le Parrain 2, mais à 2 époques différentes, ne se croisant donc pas à l'image. Et pourtant, dans cette scène, sous tension, qui révélera les motivations réelles de chacun, et révèle indirectement le vainqueur du duel final, jamais les 2 n'apparaissent simultanément à l'écran. Une frustration pour beaucoup, mais aussi une preuve que le film prime sur le fantasme pour Mann. La deuxième partie du film n'est pas pour autant inutile. Le film se bouclant même sur une scène géniale et notamment sur ce fameux duel, une scène reprise par tant de films et de jeux vidéo sans imagination par la suite. Heat reste un monument aujourd'hui parce que pour tous ceux qui apprécient ce genre de film, il s'agit d'une œuvre parfaite, qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Son écriture est calculée, sa mise en scène prévue au millimètre, ses acteurs tiennent leur meilleur rôle, ou un de leurs meilleurs rôles, et pour peu qu'on soit un minimum sensible au genre, on en ressort marqué en se demandant qui pourrait bien surpasser une telle œuvre. Quel que soit leur prochain objectif, je crois qu'ils vont avoir la surprise du siècle. Bientôt, pour la première fois à l'écran, Al Pacino et Robert De Niro, tous 2 récompensés aux Oscars, s'affrontent. Si je suis sur place, et si je dois te neutraliser, j'aurai pas le choix. Je serai forcé de te descendre. Et admettons que tu m'aies coincé, et que moi j'ai pas le choix, parce que jamais je ne te laisserai me barrer la route. Ne crois pas que j'hésiterai. Pas une seconde. Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, dans un film de Michael Mann. Heat. Après un chef-d'œuvre tel que Heat, on pouvait bien se demander ce que nous sortirait Michael Mann. En l'occurrence, il revient en 99 avec Révélation, un film qui est écrit par Eric Ross et lui-même, d'après un article paru dans Vanity Fair en mai 96. À la photographie, on retrouve Dante Spinotti, à la musique Peter Bourke, Lisa Gerrard, Michael Brook et Gustavo Santaolalla. Si, c'est vraiment son nom. Au casting, Al Pacino, Russell Crowe, Alika Eisenberg, Christopher Plummer, Philip Baker Hall, ou encore Stephen Tobolowsky et Colm Feore. S'il reste un de ses films les moins connus, Révélation n'en demeure pas moins un grand film dont le sujet reste actuel bien des années plus tard. Un célèbre journaliste d'investigation reçoit un dossier comprenant un tas d'informations sur les dangers de la nicotine et de la dépendance qu'elle crée. Avant de publier, il décide de travailler avec un scientifique travaillant pour le 3e fabricant de cigarettes aux États-Unis dans le but de faire éclater l'histoire, à une époque où l'on pense encore que la cigarette est sans risque. On le sait, l'industrie du tabac est l'une des plus puissantes au monde. Alors quand le scandale doit éclater, tout le monde est sur la défensive, ce qui permet au film de mettre en avant aussi bien le scandale lui-même que l'intégrité toute relative de certains journalistes ou médias. Durant tout le film, on va donc suivre autant cette histoire que la vie personnelle des personnages embarqués qui va drastiquement changer, voire même être mise en danger. L'avantage de proposer un film de 2h30 étant que l'on peut montrer ça en détail.
En profitant d'un casting de haute volée et de son sens de l'esthétique toujours aussi affûté, le réalisateur parvient à offrir un des plus grands films du genre, et cela tout en parvenant à le rendre plus divertissant que chiant, ce qu'on aurait pu craindre au vu du sujet. Mais les dialogues sont parfaits, les jeux de verbal profitent du talent des acteurs, la musique souligne les transitions avec soin, on ressent de plus en plus la pression exercée sur certaines personnes qui ne cherchent qu'à dire la vérité. Comment, de manière ridicule, on cherche à briser leur crédibilité. Tout cela permet à Révélation d'être un film qui mériterait plus de reconnaissance aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on va le mettre à l'antenne? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que c'est un tissu de mensonges? Non. Parce qu'il a fait des révélations. Et que plus il dit la vérité, plus c'est dangereux. Vous m'avez manipulé de A à Z. Je me suis battu pour vous et je continue à me battre. Informez l'opinion. Jeffrey! Et vous regrettez d'être allé si loin? Qu'est-ce que j'ai bien fait? J'ai dit la vérité. Tout ce que j'ai dit est vrai et je peux le prouver. Je doute complètement que vous ayez dit la vérité. Michael Mann débarque dans les années 2000, en 2001 précisément, avec un scénario écrit par Stephen J. Rivell, Christopher Wilkinson, Eric Ross et lui-même, d'après une histoire de Gregory Allen Howard. Il s'agit de Ali. À la photo, on retrouve Emmanuel Lubezki et à la musique Lisa Gerrard et Peter Bourke. Au casting, Will Smith, Jon Voight, Jamie Foxx, Mario Van Peebles, ou encore Jeffrey White, Jada Pinkett Smith, Wade Williams, Bruce McGill, et même Giancarlo Esposito. Depuis un moment sans faute, le parcours de Michael Mann continue avec ce biopic de Mohamed Ali, quasi parfait. Jamais où on l'attend, le réalisateur décide donc ici de revenir sur une bonne partie de la vie de Cassius Clay, alias Mohamed Ali. Il démarre ainsi sur 2 longues scènes d'intro. La première représente le contexte, la seconde son premier combat pour le titre. Plus de 30 minutes de film et une première surprise, en aucun cas le but ne sera ici de copier la saga Rocky. Le combat est filmé, mis en musique comme un thriller. Ça peut paraître étrange, mais le résultat surprend autant qu'il est plaisant. Aucun film n'aura repris ce principe depuis. Cela prouve que le réalisateur est bien un auteur capable d'imposer ses points de vue et ses idées. Ainsi, entre le premier et le second combat du film, il se passe près de 1h45 et le second n'est pas forcément le plus long, constituant un aboutissement pour Ali, mais Mann préfère se concentrer sur ce qui l'a mené à ce combat, sur les combats sociaux que mène Ali en profitant de sa gouaille. Une nouvelle fois, il peut d'ailleurs compter sur un casting hors norme emmené par un génial Will Smith et dans un second rôle un Jamie Foxx qu'il retrouvera par la suite. Mais ce ne sont là que quelques rouages d'une reconstitution d'une grande qualité, aussi bien grâce au choix des lieux de tournage que du respect des événements, même si on notera 1 ou 2 erreurs ici ou là. Mais une nouvelle fois avec Mann, le tout baigne dans une photo magnifique et une mise en scène de grande qualité pour un résultat qui frôle la perfection. Go to Alabama, you can go to Sweden, everybody knows that I am the champ. All the ladies out there, they know. Let's tell it like it is. We're going from the darkness to the light. You want to send me to jail? Fine, you go right ahead. That boy even dreamed he whooped me. He better wake up and apologize. Come on down. You lucky he holding me back, man. You lucky he holding me back. Supposed to be the myth of Muhammad was gonna fall. Supposed to be my destruction. All right, now listen, I'm gonna hit your hand 6 times before you get the 3. You ready? Go. 1, 2, 3. Did I hurt you? En 2002, Mann produit la série Los Angeles Division Homicide et en 2003 il produit le film Badass de Mario Van Peebles. Michael Mann revient en 2004 avec Collateral, un film que cette fois il n'écrit pas puisque le scénario est écrit par Stuart Beatty. À la photographie on tourne John Beebe et Paul Cameron et à la musique James Newton Howard. Au casting Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Bruce McGill, Javier Bardem ou même dans un petit rôle Jason Statham. Parce que Collateral reste un des plus grands films de Michael Mann et tout simplement un grand film tout court. Et parfois il faut pas grand chose pour y parvenir.
Jugez l'histoire, simple. Un chauffeur de taxi, depuis 12 ans, est particulièrement doué. Tellement que Vincent, qui l'a pris pour une course, lui demande de rester son chauffeur pour la nuit pour 5 courses. Vincent rentre dans un immeuble et quelques minutes plus tard, un homme s'écrase sur le taxi de Max. Et Vincent ne fait pas de mystère sur l'identité du tueur, c'est lui. Et pour le reste, n'attendez pas de révélation sur un grand complot ou autre, c'est pas le sujet du film. On va se retrouver avec ce chauffeur quasi pris en otage, mais qui a en fait lui aussi des moyens de pression sur le tueur. Et si le chauffeur est interprété par un excellent Jamie Foxx, que dire de Tom Cruise dans le rôle de Vincent? Avec des cheveux teints en gris, son personnage est aussi fort qu'il est classe. Les deux brillent dans ce film pourtant bien sombre et dans lequel la ville devient un personnage à part entière avec ses métros, ses rues plus ou moins étroites, ses hôpitaux. C'est au sein de cette ville que Max développera son personnage alors que celui de Vincent restera bien mystérieux. En à peine 2 heures, le film tient en haleine, ne relâche presque jamais l'attention et quand il le fait, on se doute du sursaut à venir. Emmené par la mise en scène parfaite du réalisateur et par une esthétique à couper le souffle. Difficile de détourner les yeux de ce qui se déroule devant nous. En fait, je vois pas vraiment de point sur lequel on puisse reprocher quoi que ce soit collatéral. La simplicité de son scénario, en façade oui, mais il sert tellement bien ce magnifique film qu'il est difficile de lui reprocher. Pour tout dire, même le caméo de Jason Statham a un sens dans l'histoire. Just throwing was my work. Gotta roll with it. Adapt. Get your hands in the air! That's fun coming from you. Slow down! Stupid! Et toujours en 2004, Michael Mann produit le Aviator de Martin Scorsese. Michael Mann, on va le retrouver en 2006 avec le film Miami Vice, 2 flics à Miami. Vous vous rappelez qu'il avait produit la série, il va donc en réaliser le film. Sur un scénario de lui-même, d'après la série télévisée évidemment, avec à la musique John Murphy et la photographie John Beebe. Au casting, on retrouve Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomi Harris, Karen Hinds, Justin Theroux, Louis Tozar, ou encore Dexter Fletcher. Alors, est-ce qu'il aurait vendu son âme, Michael Mann, finalement? Est-ce que c'est une honte? Bah pas du tout, parce que c'était lui le créateur de la série, donc comme on l'a dit en 84, c'est bien lui qu'on retrouvait derrière ce qui est devenu une série mythique. Il est donc pas forcément étonnant de le retrouver derrière la caméra pour ce film. Si on pourra trouver plus étonnant le choix du casting, reste que Miami Vice est un film qui, aujourd'hui, est considéré comme le pire du réalisateur. Est-ce que c'est à juste titre? Pas vraiment, même si c'est loin d'être son meilleur. On y suit ici les agents Sonny et Rico qui vont de nouveau faire face à des trafiquants. En soi, le scénario ne va pas beaucoup plus loin, mais il prend plus de temps pour creuser les personnages et justifier le fait que le rôle soit repris par de nouveaux acteurs. Et ceci au sein d'un film d'action peut-être un poil trop long, mais à la fois une nouvelle fois impressionnante de maîtrise. La photo est magnifique, la musique parfaitement trouvée, les acteurs globalement très bons. En comparaison de la masse de films du genre sortant aujourd'hui sur les écrans, on est un sacré cran au-dessus. Si on met cela face à la volée qui s'est pris à sa sortie et continue à se manger maintenant, il serait peut-être temps de commencer à le réévaluer pour lui rendre un statut de très bon film du genre qui se permet de justifier chacune des évolutions de ses personnages et de son scénario, sans oublier de provoquer de vrais moments d'émotion. Un très bon film donc qui mérite bien mieux que sa réputation et profite d'une réalisation aux petits oignons une fois de plus. Smooth. That's how we do it. En 2007, Mann revient à la production avec Le Royaume de Peter Berg et l'année suivante en 2008 avec Hancock de Peter Berg également. Michael Mann fait ensuite son retour en 2009 avec Public Enemies, un film dont il coécrit le scénario avec Roman Bennett et Ann Biderman, d'après un article de Brian Burrow. À la musique, on a Elliot Goldenthal, à la photographie, toujours Dante Spinotti. Au casting, on retrouve Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Giovanni Ribisi, Stephen Lang, Billy Crudup, Stephen Dorff, Jason Clarke, Stephen Graham, Channing Tatum, Rory Cochrane, Lily Sobieski, Carey Mulligan, Lily Taylor, Matt Craven, bref, de sacrés jolis noms tout au long du film. Après l'échec critique de son Miami Vice, il revient avec un film au casting plus vendeur et au sujet intéressant. Le film va en effet revenir sur la traque de John Dillinger, braqueur de banque et ennemi public numéro 1. Pour les forces de l'ordre évidemment, car le peuple n'a pas de haine particulière vis-à-vis de Dillinger et celui-ci y tient, parce que c'est au milieu d'eux qu'il se cache. On va donc suivre toute sa traque menée par Melvin Purvis, un enquêteur talentueux mais qui va avoir de grosses difficultés à trouver un homme intelligent et qui en plus est amoureux et ne compte donc pas se laisser attraper.
Plein de confiance en lui, Dillinger va en effet narguer ses trackers à de nombreuses reprises, notamment en se baladant dans le commissariat et notamment dans la salle dédiée à sa propre recherche aux yeux de tous. Doté donc d'un casting parfait, le film profite en outre et une nouvelle fois du talent de mise en scène de son auteur qui applique une photo superbe et des plans toujours très travaillés, ainsi qu'une direction remarquable. Dommage donc que le film soit un peu trop long, qu'il s'attarde parfois sur des événements pas importants, et qui tente à aucun moment de se montrer vraiment malin dans sa manière de raconter l'histoire. De plus, il faut quand même noter que la perfection n'est plus de mise puisque certains plans sonnent très vieillots et ne convainquent pas vraiment, notamment lors d'un final pourtant brillamment mis en musique et retranscrivant tout à fait l'émotion que l'on peut ressentir à la mort de ce personnage. Un film mineur dans la carrière de Mann, donc ça reste un excellent film malgré tout. Et je vais t'emmener avec moi. Allez, mettez tout! On prend trop de bon temps aujourd'hui pour penser à demain. On recherche John Dillinger. Mort ou mort. On est trop fort pour eux. C'est pour ça qu'on est les rois du monde. J'irai nulle part. Il est dans la nature, il pourrait être n'importe où, mais il n'est pas n'importe où parce que ce qu'il veut se trouve ici. Ne viens pas à Chicago, Johnny. J'ai promis de m'occuper de toi, non? Alors c'est ce que je vais faire. Interpeller tous les acolytes connus de Dillinger. Médecins, parents. Où ils sont? Je veux savoir où ils sont. Je sais pas! Où est-il? Tôt ou tard, elle ira le rejoindre. Ou c'est lui qui viendra. En 2011, Michael Mann sera de retour à la télévision cette fois-ci puisqu'il est producteur délégué de la série Luck dont il réalise également le premier épisode. Luck était une excellente série hippique avec Dustin Hoffman, une série qui aurait duré une saison et qui aurait été stoppée après la découverte que les blessures infligées aux chevaux durant le tournage, ou plutôt infligées qu'ils s'infligeaient eux-mêmes lors du tournage, entraînaient forcément la mort du cheval en question. La série sera donc stoppée pour éviter tout risque de violence animale supplémentaire. Michael Mann, on le retrouvera une dernière fois au cinéma en 2015 avec le film Hacker, un film dont le scénario est signé Morgan Davis Fall, à la musique Harry Gregson Williams, Atticus Ross et Leopold Ross, et à la photo Stuart Dryburgh. Au casting, on retrouve Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei, John Ortiz, Holt McCallany, entre autres. Donc il aura fallu 6 ans pour voir un film de Michael Mann. Après avoir envisagé plusieurs projets, dont un biopic sur Ferrari, c'est avec Hacker qu'il revient, un film assez peu diffusé. Faisant face à une affaire de piratage informatique de grande ampleur, les différentes instances américaines et chinoises travaillent en collaboration pour faire le ménage. Mais seuls, ils n'y parviennent pas et font donc appel à un hacker derrière les barreaux pour les aider. Le film démarre par une représentation ambitieuse de ce monde puisqu'il se glisse dans les entrailles de machines sur une musique rappelant largement des œuvres horrifiques. Il déroule ensuite son intrigue, pas follement originale à première vue, d'une manière crédible ne serait-ce que par les détails. Là où un grand nombre de films vous montreront des écrans se remplissant à toute vitesse et pas un bruit, on entend ici le bruit des touches, celui des clics, et tout semble un peu plus lent. Mais tout ça pour apporter un vrai plus au film qui dispose en outre, comme toujours, d'une très belle photo. On peut aussi souligner l'implication du casting parfait de bout en bout, même si certains vont reprocher la présence de Chris Hemsworth en hacker. Ça me paraît pas gênant personnellement. Le film s'attarde en outre à nous montrer le maigre chemin entre actes militants et actes terroristes, entre la prison et l'aide au gouvernement. D'autant plus quand il s'agit de cybercriminalité. Combien de hackers ont fini par travailler à la sécurité des plus grandes entreprises? Bref, on tient là un film intéressant, même s'il ne représente pas la plus grande œuvre du réalisateur. Le gros coup est à venir. Si vous êtes découvert, vous êtes un homme mort. Faut fuir. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de politique. Je peux m'en prendre à n'importe qui. À n'importe quoi. N'importe où. Depuis Hacker, cela fait 6 ans et on n'a toujours pas revu un film de Michael Mann, un film réalisé par Michael Mann.
Pourtant, il y a eu plusieurs projets, des biopics, des films de guerre. A priori, il travaillerait actuellement sur un film de guerre. On en saura guère plus, on ne sait pas si le projet se montera. Quoi qu'il en soit, son cinéma jusqu'à aujourd'hui est un cinéma surtout dominé par d'excellentes photos, par une direction quasi parfaite. Un cinéma qui s'est, il faut le dire, assez rarement planté. Bref, on espère revoir Michael Mann. En attendant, si vous connaissez le bonhomme, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.